Le billet était plié sous la porte quand je me suis réveillée. Aucun nom, aucune explication. Juste un ordre froid et direct qui a glacé mon sang. N'allez pas à l'enterrement de votre fils. Allez chez votre belle-fille. Là, vous verrez tout. Ma robe noire était déjà repassée. Le chapeau préparé. Le sac arrangé. Dans 2 heures, je devais être à l'église Saint-Bruno, à Lyon, recevant les condoléances et faisant semblant d'avoir encore des forces en moi. Mais maintenant, avec ce papier dans les mains, tout s'est effondré. Parce que celui qui écrit quelque chose comme ça sait quelque chose que je ne sais pas. Et ce quelque chose a un rapport avec la mort de mon fils. Je m'appelle Madeleine Arthaud. Je vis seule dans un petit appartement du quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. J'ai été mariée pendant 42 ans. Je suis veuve depuis 7 ans. Julien était mon fils unique. Et il y a 3 jours, la police m'a dit qu'il était mort dans un accident entre Valence et Grenoble. Voiture retournée, corps carbonisé, identification faite par l'Alliance. Je n'ai pas pu le voir. Ils ont dit que ce serait mieux ainsi. Mais maintenant, ce billet dit autre chose. Il dit qu'il y a quelque chose chez Élise, ma belle-fille, que je dois voir avant d'enterrer mon fils. Et cela me terrifie. Parce qu'Élise a toujours été trop polie, trop silencieuse, et ces derniers mois, trop distante. Je me suis assise au bord du lit et j'ai relu le billet. L'écriture était ferme, presque masculine. Je ne l'ai pas reconnue. J'ai retourné le papier. Rien. Juste ces mots qui semblaient m'accuser de quelque chose que je ne connaissais pas encore. J'ai regardé l'horloge. 7h15 du matin. Les funérailles commenceraient à 10h. Annecy, où vit Élise, est à 2 heures de train. Si j'y allais, je raterais l'enterrement. Je perdrais les adieux. Je perdrais la dernière chance d'être près du cercueil de mon fils. Mais j'ai perdu tant de choses dans ma vie que je ne sais plus ce que signifie perdre. J'ai perdu mon mari d'un cancer silencieux. J'ai perdu ma jeunesse à m'occuper de parents malades. J'ai perdu la chance d'être grand-mère parce que Julien et Élise n'ont jamais voulu d'enfant. Et maintenant j'ai perdu mon fils unique. Alors que puis-je perdre de plus? Je me suis levée, j'ai enfilé un chemisier simple, une jupe sombre et un manteau de laine. J'ai pris mon sac, le billet, et je suis sortie sans regarder en arrière. J'ai descendu les escaliers de l'immeuble avec les jambes lourdes, comme si chaque marche était un jugement. Madame Lemoine, ma voisine du 2e étage, arrosait les fleurs à la fenêtre. Elle m'a fait signe avec pitié dans le regard. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pu. Dans la rue, le froid de novembre me coupait le visage. Lyon se réveillait lentement, avec ses boulangeries exhalant l'odeur de pain frais et ses vitrines encore éteintes. J'ai marché jusqu'à la gare de Perrache. J'ai acheté un billet pour Annecy. L'employé m'a regardé avec étrangeté. Peut-être à cause de mon visage gonflé de larmes. Peut-être parce que je ressemblais à une femme fuyant quelque chose. Et c'était exactement ce que je faisais. Le train partait dans 20 minutes. Je me suis assise sur un banc du quai et j'ai vu le monde tourner autour de moi. Des familles avec des valises, des jeunes avec des écouteurs, des cadres regardant leur téléphone. Personne ne savait que je trahissais mon propre fils, que je choisissais le doute au lieu des adieux, que j'obéissais à un billet anonyme au lieu d'honorer la mémoire de Julien. Mais quelque chose en moi criait que ce n'était pas une trahison, c'était une nécessité. Parce que les mères sentent, et je sentais qu'il y avait quelque chose de profondément faux. Julien ne voyageait jamais seul à Grenoble. Il ne partait jamais sans prévenir. Et ces dernières semaines, quand j'appelais, Élise répondait toujours qu'il était occupé. Toujours avec une excuse différente. Toujours avec cette voix douce et vide. Le train est arrivé. Je suis montée. Je me suis assise près de la fenêtre. Et pendant que Lyon disparaissait derrière moi, j'ai prié pour que ce billet soit juste une erreur cruelle. Mais au fond, je savais que ce n'était pas le cas. Le paysage a changé. Collines vertes, vignobles vides, petits villages avec de vieilles églises, le Rhône brillant au loin. Tout si beau, tout si indifférent à ma douleur. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me souvenir du visage de Julien. Mais je ne voyais que le cercueil fermé, l'alliance, le rapport de police et ce billet. Vous savez, il y a des moments dans la vie
où nous avons besoin de quelqu'un pour nous écouter, pour nous accompagner, même si c'est juste à travers un écran. Si vous êtes là avec moi maintenant, vivant cela avec moi, s'il vous plaît, laissez un commentaire disant d'où vous me regardez. Je veux savoir que je ne suis pas seul dans ce voyage. Et si vous pouvez, abonnez-vous à la chaîne, parce qu'il y a encore beaucoup de mon histoire que je dois partager avec vous. 2 heures plus tard, je suis descendu à Annecy. La ville était belle comme toujours, le lac brillant sous le faible soleil de novembre, les montagnes en arrière-plan, des touristes prenant des photos, tout trop parfait pour ce que j'étais sur le point de découvrir. J'ai pris un taxi, j'ai donné l'adresse d'Élise. Le chauffeur était jeune, sympathique. Il a essayé de parler, mais je n'ai pas répondu. Il a abandonné. 15 minutes plus tard, nous nous sommes arrêtés devant une vieille maison en pierre, près du lac. La même maison où Julien et Élise vivaient depuis 10 ans. J'ai payé. Je suis descendu. J'ai respiré profondément. Les fenêtres étaient ouvertes. La porte d'entrée entr'ouverte. Comme si quelqu'un m'attendait. J'ai marché lentement vers l'entrée. J'ai poussé la porte. Je suis entré. Le salon était silencieux, mais rangé. Il y avait une odeur de café frais. La table était mise. 2 tasses. Comme si Élise savait que je viendrais. Et puis j'ai entendu des pas venant du couloir. Élise est apparue, vêtue de noir, sans larmes, sans surprise. Elle m'a regardé comme on regarde quelqu'un qui vient enfin de se réveiller d'un long sommeil dangereux. Elle a dit, avec un calme qui m'a fait frissonner, qu'elle savait que je viendrais. Qu'elle savait que je ne pourrais pas aller à l'enterrement sans venir ici d'abord. Mon cœur a failli s'arrêter. J'ai demandé ce qui se passait, qui m'avait envoyé ce billet. Elle n'a pas répondu. Elle a juste tourné le dos et marché vers un couloir que je n'avais jamais vu ouvert. Il y a toujours eu une porte fermée à clé dans cette maison. Julien disait que c'était un débarras. Élise n'en parlait jamais. Et maintenant, elle ouvrait cette porte devant moi, me demandant d'entrer, disant que je devais voir quelque chose. Ma voix a failli quand j'ai demandé quoi. Élise m'a regardé dans les yeux. Et pour la première fois en 12 ans, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu en elle. La peur. Elle a répondu un seul mot, la vérité. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. L'enterrement n'était pas la fin. C'était juste le début de quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Quelque chose qui changerait tout ce que je croyais savoir sur mon fils, sur ma belle-fille, et sur les dernières années de ma propre vie. Élise pousse la porte lentement. Le bois grince, comme s'il protestait contre ce dévoilement après tant d'années de silence. Je reste figé sur le seuil, le cœur battant si fort que j'ai l'impression qu'il va exploser dans ma poitrine. Mes jambes refusent d'avancer. Mes mains tremblent. Et pourtant, je sais que je dois entrer. Parce que cette pièce contient quelque chose qui va tout expliquer ou tout détruire. À l'intérieur, il fait sombre. Les volets sont fermés. Élise allume une petite lampe sur une table d'appoint. La lumière révèle une chambre simple. Un lit étroit, parfaitement fait. Une armoire en bois sombre. Une chaise près de la fenêtre. Et sur le mur, des photos. Des dizaines de photos épinglées avec soin, comme une chronologie secrète d'une vie parallèle. Je m'approche lentement, le souffle coupé, les yeux écarquillés, incapable de croire ce que je vois. Ce sont des photos de Julien, mais pas le Julien que je connais. Sur ces clichés, il a les cheveux plus longs, une barbe épaisse, des vêtements que je ne lui ai jamais vu porter. Il sourit. Il a l'air détendu, presque heureux. Et surtout, ces photos sont récentes, très récentes. Je reconnais des paysages de bord de mer, des façades normandes, des petits ports avec des bateaux de pêche. Des lieux où Julien n'est jamais allé, du moins pas à ma connaissance. Je me tourne vers Élise, la gorge serrée, incapable de formuler la question qui brûle en moi. Elle est assise maintenant sur la chaise près de la fenêtre, les mains croisées sur les genoux, le visage fermé, mais les yeux brillants de larmes retenues. Elle respire profondément avant de parler, comme si chaque mot lui coûtait un effort immense, comme si elle avait répété cette scène des centaines de fois dans sa tête, sans jamais oser la vivre. Elle commence par me dire que Julien n'est pas mort dans cet accident,
que tout ce que j'ai entendu, tout ce que la police m'a raconté, tout ce que j'ai pleuré pendant 3 jours était une mise en scène, une illusion nécessaire, une mort légale orchestrée pour qu'il puisse disparaître, pour qu'il puisse échapper à quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple accident de voiture. Le monde s'arrête, mes oreilles bourdonnent, mes genoux fléchissent, je m'agrippe au bord de la table pour ne pas tomber, pour ne pas m'effondrer complètement sous le poids de cette révélation qui défie tout ce que je croyais savoir. Ma voix sort comme un murmure étranglé quand je demande comment c'est possible. Comment un corps peut être identifié par erreur? Comment une mère peut être trompée de cette façon? Élise ferme les yeux un instant, rassemblant ses forces. Elle m'explique que le corps retrouvé dans la voiture n'était pas celui de Julien. C'était un homme non identifié, un sans-abri retrouvé mort quelques jours plus tôt, dont personne ne réclamait le corps. Julien avait organisé tout cela avec l'aide de quelqu'un de la police, quelqu'un qui lui devait une dette, quelqu'un qui avait accepté de fermer les yeux en échange d'une somme d'argent considérable. L'alliance de Julien avait été placée sur le cadavre pour que l'identification soit rapide, pour que personne ne pose trop de questions, pour que le dossier soit clos avant que quiconque ne creuse trop profondément. Je recule jusqu'à ce que mon dos heurte le mur. Je glisse lentement jusqu'à m'asseoir par terre, mes jambes incapables de me porter plus longtemps. Mes mains couvrent mon visage. Je voudrais crier, pleurer, frapper, mais rien ne sort. Juste un vide immense, un gouffre qui s'ouvre sous mes pieds et menace de m'engloutir. Toutes ces années où j'ai cru connaître mon fils, toutes ces certitudes, toutes ces conversations banales au téléphone, tout s'effondre d'un coup. Élise vient s'asseoir près de moi, sur le sol, comme si elle comprenait que je ne pouvais plus bouger, que j'avais besoin qu'elle soit à ma hauteur, qu'elle partage ce poids écrasant. Elle continue de parler, d'une voix douce mais ferme, me racontant ce que Julien lui avait fait promettre de ne jamais révéler. Il y a 3 ans, Julien avait été impliqué malgré lui dans une affaire de détournement de fonds au sein de son entreprise d'ingénierie à Lyon. Un collègue haut placé, un homme influent avec des relations politiques puissantes, l'avait utilisé comme couverture. Julien avait signé des documents sans vraiment comprendre ce qu'ils contenaient, faisant confiance à son supérieur, croyant qu'il s'agissait de procédures administratives normales. Quand tout avait explosé, quand l'enquête avait commencé, c'est le nom de Julien qui était apparu en premier. Pas celui du vrai coupable. Le collègue avait tout manigancé pour que les traces mènent à Julien, pour qu'il devienne le bouc émissaire parfait. Julien avait essayé de se défendre, de prouver son innocence, mais plus il creusait, plus il réalisait à quel point ces gens étaient de puissants. Ils avaient des avocats redoutables, des juges dans leur poche, des journalistes prêts à écrire ce qu'on leur dictait. Julien était seul face à une machine bien huilée qui ne voulait qu'une chose, le faire taire. Puis les menaces avaient recommencé. Des lettres anonymes glissées sous la porte, des appels au milieu de la nuit, des voitures qui le suivaient dans les rues de Lyon, des hommes qui le photographiaient à son insu. Et puis, un jour, une photo de moi avait été laissée sur le pare-brise de sa voiture. Moi, sortant de mon immeuble à Croix-Rousse, avec une phrase écrite au dos, « Elle aussi peut disparaître ». Élise avait reçu la même chose, une photo d'elle au marché d'Annecy, avec le même message glaçant. C'est à ce moment-là que Julien avait compris qu'il n'avait pas le choix, qu'il ne pouvait pas continuer à vivre sous son nom sans nous mettre toutes les deux en danger, qu'il devait disparaître pour que nous restions en vie. Alors il avait tout planifié. La voiture, l'accident, le corps, le certificat de décès, tout, avec une précision chirurgicale, avec un courage que je ne lui connaissais pas, avec une détermination froide qui me fait réaliser à quel point je ne savais rien de l'homme qu'il était devenu. Je lève les yeux vers Élise, les larmes coulant librement maintenant, brûlantes et amères. Je lui demande pourquoi elle ne m'a rien dit, pourquoi elle m'a laissé pleurer mon fils pendant 3 jours, pourquoi elle m'a laissé croire que j'avais perdu la seule personne qui me reliait encore à ce monde. Élise baisse les yeux, ses propres larmes commençant à couler, traçant des sillons silencieux sur ses joues pâles. Elle murmure que Julien le lui avait demandé, que Julien voulait que je fasse mon deuil proprement,
que je crois vraiment à sa mort pour que personne ne puisse soupçonner la vérité en me voyant, que si je savais, je ne pourrais pas jouer le rôle de la mère endeuillée de façon convaincante, que ma douleur devait être authentique pour être crédible. Et elle avait raison, ma douleur était réelle, ma souffrance était totale, parce que je croyais vraiment avoir perdu mon fils. Et maintenant, je découvre que cette douleur était fabriquée, orchestrée, nécessaire peut-être, mais mensonge quand même. Je ne sais plus si je dois être soulagée ou furieuse, reconnaissante ou trahie. Tout se mélange dans ma tête, un tourbillon d'émotions contradictoires qui me donne envie de vomir. Élise se lève et va chercher une boîte en carton sur l'armoire. Elle la pose devant moi et l'ouvre. À l'intérieur, il y a des lettres, des dizaines de lettres, toutes écrites de la main de Julien, toutes adressées à Élise, toutes datées des derniers 2 ans. Elle m'explique qu'il communiquait ainsi par lettres codées envoyées depuis différentes villes de France pour éviter d'être tracé. Que Julien vivait maintenant sous un autre nom, dans une petite ville côtière de Normandie, travaillant comme menuisier dans un atelier local, loin de tout ce qu'il avait connu. Je prends une des lettres. L'écriture est bien celle de Julien. C'est T, barré de cette façon caractéristique, c'est A, légèrement penché. Je lis quelques lignes. Il parle de la mer, du vent, du bruit des vagues qui l'aident à dormir la nuit. Il dit qu'il pense à nous tous les jours, qu'il regrette, qu'il n'avait pas le choix, qu'il espère qu'un jour, peut-être, quand tout sera fini, il pourra revenir. Mais pas maintenant, pas encore, peut-être jamais. Je referme la lettre, incapable de continuer. Mon fils est vivant, mais il est mort quand même. Il respire quelque part, mais je ne peux pas le voir. Il existe, mais pas pour moi. C'est une torture plus cruelle que la mort elle-même. Parce que la mort, au moins, est définitive. On pleure, on souffre, mais on finit par accepter. Tandis que là, je dois vivre avec l'idée qu'il est quelque part, à quelques heures de train peut-être, vivant sa vie sans moi, sans pouvoir me contacter, sans pouvoir me serrer dans ses bras. Élise me regarde avec une compassion douloureuse. Elle me dit que Julien voulait que je sache la vérité, mais seulement après le funéral. Que c'est lui qui a écrit le billet, qu'il savait que je ne pourrais pas assister à l'enterrement sans savoir, que ce serait trop dur, que je méritais de comprendre avant de dire au revoir à une tombe vide. Mais il fallait attendre le bon moment, le moment où personne ne nous surveillerait plus, où l'affaire serait considérée comme close, où les hommes dangereux passeraient à autre chose. Et maintenant, je dois choisir. Élise me le dit clairement, sans détour, avec une honnêteté brutale qui me coupe le souffle. Je peux aller voir Julien. Élise connaît l'adresse. Elle peut m'y emmener. Je peux le serrer dans mes bras, lui parler, passer quelques heures avec lui. Mais si je fais ça, je devrais garder le secret pour toujours. Je devrais continuer à jouer le rôle de la mère endeuillée. Je devrais mentir à tout le monde, à mes amis, à mes voisins, au père de l'église. Je devrais vivre avec ce mensonge jusqu'à ma mort. Ou je peux partir maintenant, retourner à Lyon, assister au funéral qui a probablement déjà commencé, pleurer sur un cercueil vide, faire mon deuil proprement, laisser Julien vivre sa nouvelle vie sans moi, le protéger en restant ignorante, en n'étant qu'une mère qui a perdu son fils, rien de plus. C'est peut-être le plus grand acte d'amour que je puisse faire pour lui. Accepter sa mort, même si elle est fausse, pour qu'il puisse vivre, même si c'est loin de moi. Je reste assise là, sur le sol froid de cette chambre secrète, entourée de photos d'un fils que je ne reconnais plus, tenant dans mes mains des lettres qui prouvent qu'il est vivant mais inaccessible. Le temps s'écoule sans que je m'en rende compte. Élise ne dit rien. Elle me laisse digérer tout cela, respectant mon silence, comprenant que cette décision ne peut être prise à la légère. Je finis par me lever, les jambes encore tremblantes, mais plus stables qu'avant. Élise me regarde avec une expression indéchiffrable, attendant ma décision sans me presser, sans me juger. Je marche jusqu'à la fenêtre et ouvre les volets. La lumière du jour envahit la pièce, révélant encore plus de détails que je n'avais pas remarqués dans la pénombre. Sur une étagère, il y a des livres. Des livres sur le travail du bois, sur la navigation, sur la vie en bord de mer. Des livres que Julien n'aurait jamais lus avant, lui qui était ingénieur,
lui qui passait ses journées devant des écrans et des plans techniques. Il est devenu quelqu'un d'autre, pas seulement en apparence, mais en profondeur. La lumière révèle aussi d'autres objets personnels que je n'avais pas vus auparavant. Sur le rebord de la fenêtre, il y a une petite sculpture en bois représentant un bateau de pêche. Le travail est minutieux, délicat, presque artistique. Je la prends dans mes mains et la tourne lentement, admirant chaque détail. C'est l'œuvre de quelqu'un qui a passé des heures à perfectionner son art, quelqu'un qui a trouvé dans le travail manuel une forme de méditation, peut-être même de thérapie. Est-ce que Julien a fait cela? Mon fils, qui ne savait même pas planter un clou droit il y a quelques années, a-t-il vraiment créé cette merveille? Je repose doucement la sculpture et continue mon exploration visuelle de la pièce. Sur le mur opposé, il y a un calendrier. Pas un calendrier ordinaire, mais un où certaines dates sont marquées d'un petit point rouge. Je m'approche pour mieux voir. Les points rouges apparaissent de manière irrégulière, parfois avec plusieurs semaines d'intervalle, parfois plus rapprochés. Je me demande ce qu'ils signifient. Des jours où il pensait particulièrement à nous, des jours où il avait failli craquer et tout abandonner. Des anniversaires, peut-être? Le mien est marqué, celui d'Élise aussi, et celui de la mort de son père. Je me tourne vers Élise et je lui demande si Julien est heureux, si cette nouvelle vie, aussi isolée et précaire soit-elle, lui apporte au moins un peu de paix. C'est une question que je redoutais de poser, parce que je ne suis pas sûre de vouloir entendre la réponse. Mais j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de comprendre si le sacrifice qu'il a fait, si la douleur qu'il nous a infligée à tous, en valait la peine. Élise hésite avant de répondre, pesant chaque mot avec soin, comme si elle marchait sur des œufs. Elle se lève et vient se placer à côté de moi près de la fenêtre. Nous regardons toutes les deux le lac d'Annecy qui scintille au loin, cette beauté paisible qui contraste tellement avec la tempête qui fait rage dans mon cœur. Elle commence à parler, doucement, presque dans un murmure, me disant que Julien ne parle pas beaucoup de bonheur dans ses lettres. Il parle plutôt de survie, de soulagement, de cette sensation étrange de pouvoir respirer sans regarder constamment par-dessus son épaule, sans sursauter à chaque bruit inhabituel, sans se demander si chaque voiture garée dans la rue contient quelqu'un qui l'observe. Mais il parle aussi de solitude. D'une solitude qui le ronge de l'intérieur, qui le réveille la nuit, qui le fait parfois pleurer dans l'obscurité de sa petite maison normande. Il parle de l'absence, de moi, de tout ce qu'il a laissé derrière lui. Des dimanches où nous déjeunions ensemble, des conversations banales qui lui manquent terriblement maintenant, des petits rituels familiaux qui tissaient le quotidien et qui semblent si précieux maintenant qu'ils ont disparu. Il parle de la culpabilité qui ne le quitte jamais, cette voix dans sa tête qui lui rappelle constamment qu'il a fait souffrir les personnes qu'il aime le plus au monde. Cette réponse me brise encore plus, parce que je réalise que Julien souffre autant que moi, peut-être même plus. Il n'a pas seulement perdu sa vie, son identité, sa carrière, ses amis, son confort, il a perdu sa famille. Il vit avec le poids de savoir que sa mère le croit mort, que je pleure un fils qui respire encore, que je passe mes journées à porter le deuil d'un homme qui marche quelque part sous le ciel de France. Et il ne peut rien faire pour soulager cette douleur, parce que me dire la vérité plus tôt aurait été trop dangereux, aurait pu nous coûter la vie à tous. Je demande à Élise si elle a vu Julien récemment. Elle secoue la tête et je vois une ombre de tristesse passer sur son visage. La dernière fois, c'était il y a 6 mois, juste après qu'il ait envoyé la lettre annonçant son plan final, celui de l'accident simulé. Elle était allée le voir en Normandie, dans sa petite maison près du port de Honfleur. Ils avaient passé un week-end ensemble, sachant que ce serait la dernière fois avant longtemps, peut-être pour toujours. Un week-end étrange, me raconte-t-elle, rempli de moments de bonheur volé, mais aussi de silence lourd, de regards chargés de tout ce qui ne pouvait pas être dit. Julien lui avait fait promettre de veiller sur moi, de s'assurer que j'allais bien physiquement et mentalement, de me révéler la vérité seulement quand le moment serait venu, quand les hommes dangereux auraient baissé leur garde, quand l'affaire serait suffisamment enterrée pour qu'on puisse prendre le risque d'une révélation. Élise me confie qu'elle avait voulu me dire la vérité tant de fois. Chaque fois qu'elle me voyait pleurer, chaque fois qu'elle m'entendait parler de Julien au passé, chaque fois qu'elle devait participer à cette mascarade, quelque chose se déchirait en elle. Mais elle avait promis, et elle tient toujours ses promesses.
Et le moment est venu. Maintenant. Aujourd'hui. Pendant que Lyon enterre un cercueil vide, pendant que des gens que je connais depuis des années se rassemblent dans l'église Saint-Bruno pour me présenter leurs condoléances, pendant que le prêtre récite des prières pour le repos de l'âme de mon fils, pendant que l'orgue joue des hymnes funèbres, je suis là, dans une maison à Annecy, découvrant que tout est mensonge, que tout ce théâtre macabre n'est qu'une illusion nécessaire, que la mort elle-même peut être mise en scène quand la survie l'exige. Je m'assois sur le lit. Le matelas est ferme. Le couvre-lit sentant légèrement la lavande. Cette odeur apaisante qui semble complètement déplacée dans ce moment de chaos émotionnel. Je caresse le tissu doucement, cherchant un ancrage dans le monde physique, alors que mon monde intérieur s'effondre et se reconstruit en même temps. Je me demande si Julien est déjà venu dans cette chambre, s'il a dormi dans ce lit lors de ses visites clandestines à Élise avant de disparaître complètement. Je me demande ce qu'il ressentait en sachant qu'il allait devoir abandonner tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il aimait, toute son existence construite pendant plus de 40 ans. Comment on se prépare mentalement à effacer sa propre existence? Comment on fait ses adieux silencieux à une vie entière? Comment on trouve le courage de tout recommencer à zéro, seul, sous un faux nom, dans un endroit où personne ne vous connaît? Élise s'assoit à côté de moi. Le matelas s'enfonce légèrement sous son poids. Elle sort une autre enveloppe de la poche intérieure de sa veste noire. Une enveloppe que je n'avais pas encore vue, plus épaisse que les autres. Le papier légèrement jauni, comme s'il avait été manipulé de nombreuses fois. Elle me la tend avec une délicatesse presque cérémonielle, me disant que Julien l'a écrite spécialement pour moi, au cas où je viendrais ici, au cas où je choisirais de savoir la vérité, plutôt que de l'ignorer confortablement. Elle devait me la donner seulement après m'avoir tout expliqué, après m'avoir laissé le temps de digérer l'information, après s'être assurée que je pouvais supporter ce poids supplémentaire. Je prends l'enveloppe. Elle est lourde dans mes mains, chargée de plus que du simple papier. Mes mains tremblent tellement que je peine à l'ouvrir. Mes doigts, engourdis par l'émotion, ne m'obéissent plus vraiment. Finalement, après plusieurs tentatives maladroites, je réussis à déchirer le papier. À l'intérieur, il y a 3 pages écrites de la main de Julien. Son écriture est un peu différente de celle que je connais, plus serrée, plus nerveuse, avec des lettres qui se bousculent parfois, comme s'il avait écrit cette lettre dans un moment de grande émotion, peut-être tard dans la nuit, peut-être les larmes aux yeux, peut-être en sachant que ces mots seraient les derniers qu'il pourrait m'adresser avant très longtemps. Je commence à lire, et chaque mot me transperce le cœur comme une lame fine et glacée. Il commence par me dire qu'il est désolé, tellement désolé que les mots lui semblent insuffisants, dérisoires face à l'ampleur de ce qu'il a fait. Désolé de me faire souffrir, désolé de ne pas avoir été assez fort pour trouver une autre solution, désolé de me laisser seule alors que j'avais déjà perdu papa il y a 7 ans, désolé d'être devenu un fantôme vivant qui hante les rêves de sa propre mère. Il m'explique comment tout a commencé, comment il s'est retrouvé piégé dans cette situation sans le vouloir, sans même comprendre au début ce qui se passait vraiment. Il décrit son collègue, cet homme charmant en apparence, respecté dans l'entreprise, membre du Rotary Club, père de famille irréprochable qui cachait derrière cette façade une corruption profonde et un réseau d'influences malsaines. Il me raconte comment il a été manipulé, comment on lui a fait signer des documents en lui disant que c'était de la routine administrative, comment sa confiance et sa naïveté ont été exploitées. Il me parle de la peur qui l'empêchait de dormir, de ces nuits blanches où il restait assis dans son lit, les yeux grands ouverts, écoutant chaque bruit dans la rue, se demandant si quelqu'un allait venir le chercher. Il me décrit les cauchemars qui le hantaient, ces images terrifiantes où il me voyait en danger à cause de lui, où il voyait Élise blessée, où il voyait tout ce qu'il aimait détruit par sa seule existence. Il me parle de cette certitude qui a grandi en lui jour après jour, jusqu'à devenir une évidence insupportable. S'il restait, je finirais par payer le prix de ses erreurs involontaires. Il ne pouvait pas vivre avec cette idée. Il préférait mourir, ou du moins faire semblant, plutôt que de me mettre en danger. Il me dit aussi qu'il comprendra si je ne peux pas lui pardonner. Que mentir à sa propre mère, même pour la protéger, reste un mensonge d'une violence inouïe. Que me laisser pleurer sa mort alors qu'il est vivant,
Me laisser organiser des funérailles, recevoir des condoléances, porter le deuil d'un fils qui respire encore, est peut-être la chose la plus cruelle qu'il ait jamais faite, la pire trahison qu'un enfant puisse infliger à sa mère. Mais il me supplie de comprendre qu'il n'avait pas le choix, que c'était ça ou risquer de me perdre pour de vrai, de voir mon nom dans les journaux, de me savoir en danger permanent. Puis il me parle de sa nouvelle vie avec plus de détails qu'Élise ne l'avait fait. Il me raconte la petite ville côtière où il vit maintenant, un endroit qu'il ne nomme pas dans la lettre par prudence, mais qu'il décrit avec une tendresse inattendue. Il me parle des gens simples et bienveillants qui l'ont accueilli sans poser de questions, qui ont accepté son histoire inventée de toutes pièces sur un divorce difficile et un besoin de recommencer ailleurs. Il me décrit le vieil artisan qui lui a appris le métier de menuisier, un homme de 75 ans aux mains noueuses, mais encore habile, qui lui a transmis son savoir avec patience et générosité. Il me raconte le travail manuel qui l'aide à se vider l'esprit, comment poncer le bois pendant des heures peut devenir une forme de méditation, comment créer quelque chose de beau avec ses mains lui donne un sentiment d'accomplissement qu'il n'avait jamais connu dans son ancien travail d'ingénieur. Il me parle des longues promenades sur la plage au coucher du soleil, quand les touristes sont partis, et qu'il peut marcher seul avec le bruit des vagues pour seule compagnie, regardant l'horizon infini et pensant à tout ce qu'il a perdu. Il me dit qu'il pense à moi tous les jours, pas seulement parfois, pas seulement dans les grands moments, mais tous les jours, plusieurs fois par jour, quand il se réveille le matin, quand il boit son café, quand il travaille le bois, quand il marche sur la plage, quand il se couche le soir. Il se demande ce que je fais à chaque instant, si je vais bien, si je mange correctement, si je prends soin de moi, si je sors de mon appartement, si je vois encore mes amis, si je ris encore parfois comme avant. Il me dit qu'il garde près de lui une photo de nous deux, prise lors de mon 60e anniversaire au restaurant Le Bouchon des Filles, et qu'il lui parle parfois quand la solitude devient trop lourde, quand le poids du secret menace de l'écraser. À la fin de la lettre, après ces pages chargées d'émotions et de confessions, il me pose une question qui va déterminer toute la suite de nos vies. Il me demande si je veux le voir, si je veux venir en Normandie juste une fois, pour qu'on puisse se dire au revoir proprement, dignement, en se regardant dans les yeux. Pas pour toujours, précise-t-il avec une honnêteté déchirante. Parce qu'il ne peut pas me promettre de rester en contact régulier, parce que chaque communication représente un risque, parce que la technologie laisse des traces et que les hommes dangereux ont de longs bras et de longues mémoires. Mais il veut que je sache qu'il va bien, du moins aussi bien que possible dans les circonstances. Il veut que je puisse voir de mes propres yeux qu'il est vivant, en chair et en os, qu'il n'est pas juste un fantôme ou une illusion. Il veut que je puisse toucher son visage, sentir sa présence physique, être certaine que ce n'est pas un rêve ou une hallucination cruelle. Il veut me donner cette certitude, ce cadeau étrange et douloureux de savoir que mon fils respire encore quelque part sous le ciel de France. Mais il me prévient aussi des conséquences. Venir le voir signifie accepter de porter ce secret pour le reste de ma vie. Signifie mentir à tout le monde, y compris à mes amis les plus proches, y compris aux gens qui m'ont soutenu pendant ces jours terribles. Signifie vivre avec ce poids, cette double réalité schizophrénique où mon fils est mort pour le monde, mais vivant dans mon cœur. Signifie participer activement à cette mascarade, devenir complice de cette illusion, porter ce masque de veuve endeuillée pour toujours. Il me dit qu'il ne m'en voudra pas si je choisis de ne pas venir, si je préfère garder l'image que j'avais de lui, l'image du Julien d'avant, plutôt que de rencontrer l'homme qu'il est devenu, cet étranger avec une barbe épaisse et des mains calleuses qui porte son nom mais qui n'est plus vraiment lui. Il me dit qu'il respectera mon choix, quel qu'il soit. Que je choisisse de le revoir ou de continuer à le croire mort, il comprendra. Il ne jugera pas. Il acceptera ma décision comme la preuve ultime de mon amour maternel, parce que chaque choix est un sacrifice. Le revoir, c'est accepter de mentir pour le protéger. Ne pas le revoir, c'est accepter de vivre dans l'ignorance pour préserver ma propre paix intérieure. Les deux chemins sont douloureux. Les deux chemins demandent du courage. Il ne peut pas choisir pour moi. Je replie la lettre lentement, avec une délicatesse infinie,
comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Et peut-être qu'elle l'est. Les larmes coulant sans interruption maintenant, traçant des sillons chauds sur mes joues froides. Élise me tend un mouchoir brodé que j'accepte avec reconnaissance. Je m'essuie les yeux, me mouche, essaie de reprendre contenance. Mais c'est impossible. Comment rester calme quand on vient de découvrir que son fils est vivant mais inaccessible? Comment choisir entre le revoir une dernière fois et préserver sa sécurité en restant dans l'ignorance? Comment peser ces deux options impossibles sur la balance détraquée de mon cœur brisé? Je regarde Élise et je lui demande ce qu'elle ferait à ma place. C'est une question injuste, je le sais, mais j'ai besoin d'un point de référence, d'une opinion extérieure, de quelque chose pour m'aider à voir clair dans ce brouillard émotionnel. Elle sourit tristement, un sourire qui ne monte pas jusqu'à ses yeux, en me disant qu'elle s'est posé cette question des centaines de fois depuis 2 ans. Qu'elle a tourné et retourné le problème dans sa tête pendant des nuits entières, qu'elle a imaginé tous les scénarios possibles, toutes les conséquences de chaque choix. Qu'elle ne sait pas ce qu'elle ferait si c'était son fils, si c'était sa famille, si c'était sa vie qui basculait ainsi. Tout ce qu'elle sait, me dit-elle en posant sa main sur la mienne, c'est que Julien l'a supplié de me laisser choisir, de ne pas décider pour moi, de respecter ma volonté, même si elle semble aller à l'encontre de la logique ou de la prudence. Parce que c'est ma vie aussi. Parce que j'ai le droit de savoir. Parce que je mérite de faire ce choix moi-même, avec toutes les informations en main, sans manipulation, sans pression, juste avec mon cœur et ma conscience. Je me lève et marche de nouveau vers la fenêtre. Le lac d'Annecy scintille sous le soleil de novembre. Cette beauté immuable qui continue d'exister malgré tous les drames humains. Des cygnes glissent gracieusement sur l'eau, leurs mouvements fluides contrastant avec le chaos qui règne en moi. Des enfants jouent sur la rive avec leurs parents, leur rire porté par le vent jusqu'à moi. La vie continue, indifférente à ma douleur, à mon dilemme, à ce choix impossible qu'on me demande de faire. Le monde tourne, les saisons changent, les gens rient et pleurent, naissent et meurent, et rien ne s'arrête pour accommoder ma souffrance personnelle. Je pense aux funérailles qui se déroulent en ce moment même à Lyon. Je pense au cercueil vide dans l'église Saint-Bruno, aux fleurs blanches qui le recouvrent, aux bougies qui brûlent, aux prières qui s'élèvent vers un ciel indifférent. Je pense à tous ces gens venus me soutenir, venus honorer la mémoire de Julien, sans savoir qu'il n'y a rien à honorer parce qu'il n'y a pas de mort. Je pense à Madame Lemoine qui doit être là, en larmes, se souvenant du petit garçon qui jouait dans la cour de l'immeuble. Je pense au père Dubois qui récite les prières qu'il a récitées 1000 fois, sans se douter que cette fois, elles sont adressées à personne. Et soudain, quelque chose se déclenche en moi. Ce n'est pas une décision rationnelle. Ce n'est pas le fruit d'une longue réflexion ou d'une analyse coût-bénéfice. C'est quelque chose de viscéral, d'instinctif, de maternel, quelque chose qui vient du plus profond de mon être, de cette partie de moi qui a porté Julien pendant 9 mois, qui l'a mis au monde dans la douleur, qui l'a nourri de mon lait, qui l'a veillé pendant ses maladies d'enfant, qui a pleuré à chacune de ses blessures, qui a célébré chacune de ses victoires. Cette partie de moi qui est mère avant tout, qui restera mère jusqu'à mon dernier souffle, qui ne peut pas faire semblant qu'il est mort quand il respire encore. Je me tourne vers Élise et je lui dis que je veux le voir, que j'ai besoin de le voir, que peu importe les conséquences, peu importe le secret que je devrais porter comme une croix invisible, peu importe la difficulté de mentir à tout le monde pour le reste de ma vie, je ne peux pas faire mon deuil d'un fils qui respire encore. Je ne peux pas vivre le reste de ma vie en me demandant comment il va, s'il est heureux, s'il mange bien, s'il dort la nuit, s'il pense encore à moi. Je ne peux pas accepter cette mort artificielle sans au moins le voir une fois, sans au moins toucher son visage, sans au moins entendre sa voix me dire qu'il va bien. Le lendemain matin, je me réveille dans la chambre d'amis d'Élise avec un sentiment étrange. Un mélange d'excitation et de terreur, d'espoir et de désespoir. Aujourd'hui, je vais voir mon fils. Aujourd'hui, je vais toucher son visage, entendre sa voix, le serrer dans mes bras. Mais aujourd'hui, je vais aussi lui dire au revoir pour de bon, sachant que c'est peut-être la dernière fois.
La chambre est baignée d'une lumière douce qui filtre à travers les rideaux de lin blanc. Je reste allongée quelques instants, fixant le plafond, essayant de rassembler mes forces pour la journée qui m'attend. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression qu'il va exploser. Mes mains sont moites. Ma bouche est sèche. J'ai à peine dormi, passant la nuit à me retourner dans le lit, rejouant dans ma tête toutes les conversations possibles, tous les scénarios imaginables de ces retrouvailles impossibles. Élise prépare le petit déjeuner. Du café fort, des tartines beurrées, de la confiture de fraises maison. L'odeur du café monte jusqu'à la chambre et me tire finalement du lit. Je descends lentement, mes jambes encore engourdies par le manque de sommeil. La cuisine est inondée de soleil matinal. Élise est déjà habillée, vêtue d'un pull simple et d'un jean. Elle a les traits tirés, comme si elle aussi avait peu dormi. Nous échangeons un regard qui dit tout sans rien dire. Je mange peu, l'estomac noué par l'anxiété. Chaque bouchée semble peser une tonne. Chaque gorgée de café brûle ma gorge serrée. Élise ne parle pas beaucoup non plus. Elle vérifie plusieurs fois son téléphone, comme si elle attendait une confirmation ou craignait un changement de plan de dernière minute. Ses doigts tapotent nerveusement sur la table. Je vois qu'elle aussi porte le poids de cette journée, qu'elle comprend l'ampleur de ce qui va se passer. Finalement, vers 8 heures, nous prenons la route. Élise conduit sa vieille Peugeot grise. Je m'installe sur le siège passager, attachant ma ceinture avec des gestes mécaniques. Je regarde le paysage défiler sans vraiment le voir, perdu dans mes pensées qui tourbillonnent sans fin. Les montagnes s'éloignent derrière nous, les villages défilent. Les panneaux routiers indiquent des directions qui ne signifient rien pour moi en ce moment. Tout ce qui compte, c'est la destination finale. Le trajet jusqu'en Normandie prend environ 7 heures. Nous traversons la France comme si nous traversions plusieurs pays différents. Des régions que je ne connais pas, des paysages qui changent progressivement. Les Alpes laissent place aux collines du centre, puis aux plaines vallonnées, puis finalement au bocage normand. Des petites villes endormies où nous nous arrêtons brièvement pour faire le plein d'essence. Des champs à perte de vue où paissent des vaches tranquilles, ignorant le drame humain qui se déroule dans la voiture qui passe. Élise met de la musique classique, sans doute pour combler le silence pesant qui menace de nous étouffer. Du Chopin, je crois. Des nocturnes mélancoliques qui semblent parfaitement adaptés à mon état d'esprit. Je ferme les yeux par moments, essayant de me préparer mentalement à ce qui va suivre. Mais comment se prépare-t-on à revoir un fils qu'on croyait mort? Comment trouve-t-on les mots justes pour ces retrouvailles impossibles? Comment fait-on pour ne pas s'effondrer complètement au premier regard? Nous faisons une pause vers midi dans une aire d'autoroute quelconque. Élise insiste pour que je mange quelque chose, mais je ne peux avaler qu'un sandwich et quelques gorgées d'eau. Nous sommes assises à une table en plastique, entourées de familles en vacances, de camionneurs pressés, de voyageurs fatigués. Personne ne sait que nous nous dirigeons vers un rendez-vous clandestin avec un mort vivant. Personne ne devine le secret que nous portons. Nous remontons en voiture. Les heures passent dans une sorte de brouillard. Je compte les kilomètres restants sur les panneaux. 150, 100, 50, 20. Mon cœur s'accélère à mesure que nous approchons. Mes mains tremblent de plus en plus. Je dois les serrer l'une contre l'autre pour les empêcher de trembler visiblement. Nous arrivons à Honfleur en fin d'après-midi. Le soleil commence déjà à décliner, jetant une lumière dorée sur la ville. La ville est charmante, avec ses maisons à colombages colorés qui semblent tout droit sortis d'un tableau impressionniste, son vieux port pittoresque où se balancent des dizaines de bateaux, ses galeries d'art aux vitrines séduisantes, ses restaurants de fruits de mer d'où s'échappent des odeurs alléchantes. Des touristes se promènent tranquillement sur les quais, prenant des photos, profitant de la beauté des lieux, savourant leurs vacances. Tout semble si normal, si paisible, si loin de la tempête qui fait rage en moi. Personne ne sait qu'une mère va retrouver son fils censé être mort. Élise se gare près du port, dans une petite rue pavée légèrement en retrait de l'agitation principale. Nous descendons de la voiture. L'air marin est frais, légèrement salé, portant avec lui l'odeur iodée de la mer toute proche. Des mouettes crient au-dessus de nos têtes,
tournoyant dans le ciel qui commence à se teinter de rose. Le bruit des vagues contre les quais résonne doucement. Mon cœur bat si fort maintenant que j'ai peur qu'il s'arrête complètement. Élise me guide vers un petit café discret, situé dans une ruelle étroite, loin de l'agitation touristique du port principal. Nous marchons en silence, nos pas résonnant sur les pavés anciens. L'enseigne dit simplement « Le phare bleu », avec des lettres un peu délavées par le temps et le sel marin. C'est un endroit qui semble avoir traversé les décennies sans changer, un de ces cafés authentiques que seuls les habitants connaissent vraiment. Nous entrons. Une petite clochette teinte au-dessus de la porte. L'intérieur est chaleureux, avec des murs en bois sombre patinés par les années, des tables rustiques en chêne massif, des chaises dépareillées mais confortables, des photos anciennes en noir et blanc de bateaux et de pêcheurs accrochés au mur dans des cadres simples. Une odeur de café et de tarte aux pommes flotte dans l'air. Il n'y a presque personne à cette heure. Un couple âgé dans un coin, plongé dans leur conversation à voix basse, leurs mains ridées entrelacées sur la table. Le propriétaire derrière le comptoir, un homme d'une 60aine d'années avec une barbe grisonnante, essuyant des verres avec un torchon blanc. Il lève les yeux vers nous, nous adresse un signe de tête discret, puis retourne à son travail, respectant notre besoin évident d'intimité. Et au fond, près de la fenêtre qui donne sur une petite cour intérieure pavée où poussent quelques plantes en pot, il y a un homme. Un homme avec des cheveux châtains devenus plus longs, attachés en queue de cheval basse, une barbe épaisse qui cache en partie son visage, un pull en laine épais de couleur bleu marine. Il nous tourne le dos, regardant par la fenêtre, immobile comme une statue. Mais je le reconnais immédiatement. Malgré les changements, malgré les cheveux, malgré la barbe, c'est sa posture. La façon dont il penche légèrement la tête vers la gauche quand il réfléchit, un tic qu'il a depuis l'enfance. La forme de ses épaules, un peu tombante. La manière dont ses mains sont posées sur la table, les doigts légèrement écartés. C'est lui. C'est Julien. Mon fils. Mon petit garçon devenu homme. Mon enfant que je croyais avoir perdu pour toujours. Mes jambes se dérobent sous moi. Je dois m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Élise me soutient discrètement par le coude, me donnant la force de faire les quelques pas qui nous séparent de lui. Nous avançons lentement vers la table. Chaque pas semble durer une éternité. Le parquet craque légèrement sous nos pieds. L'homme se raidit imperceptiblement, comme s'il sentait notre présence avant même de nous voir. Il se retourne lentement, comme s'il redoutait autant que désirait ce moment. Nos regards se croisent, et là, le temps s'arrête. Le monde entier disparaît. Il n'y a plus que lui et moi, que ce regard qui nous relie, que cette reconnaissance mutuelle qui traverse les mois de séparation et de mensonges. Ses yeux sont les mêmes yeux noisettes que je connais depuis sa naissance, depuis la première fois où je l'ai tenu dans mes bras à la maternité de l'Hôtel-Dieu à Lyon, il y a 43 ans. Les mêmes yeux qui me regardaient avec confiance absolue quand il était petit garçon et qu'il tombait en courant, cherchant mon réconfort. Les mêmes yeux qui brillaient d'ambition et de détermination quand il parlait de ses projets d'ingénieur, de ses rêves de construire des ponts et des bâtiments. Les mêmes yeux qui se sont remplis de larmes incontrôlables le jour où son père est mort, quand nous nous sommes tenus tous les deux devant la tombe fraîchement creusée. Ces yeux-là n'ont pas changé. Et c'est à cela que je m'accroche pour ne pas perdre pied complètement, pour ne pas m'effondrer sur le sol de ce petit café. Il se lève lentement, avec une hésitation presque douloureuse à voir. Il est plus maigre qu'avant, ses joues creusées, ses pommettes plus saillantes. Il est plus bronzé aussi, comme quelqu'un qui passe beaucoup de temps dehors, exposé au vent et au soleil de la côte. Il porte des vêtements simples, usés par le travail, bien loin des costumes élégants sur mesure qu'il portait à Lyon pour ses réunions professionnelles. Ses mains sont calleuses maintenant, marquées par le travail manuel. Les ongles courts et propres, mais les doigts légèrement tachés par le vernis à bois. C'est un autre homme, physiquement. Mais c'est quand même mon fils, mon Julien, mon enfant. Nous restons là, debout, l'un en face de l'autre, à moins de 2 mètres de distance, mais séparés par un gouffre invisible, sans savoir comment commencer, comment briser ce silence chargé d'émotions. Ses lèvres tremblent.
Ses yeux se remplissent de larmes qui commencent à couler silencieusement sur ses joues, se perdant dans sa barbe. Je sens mes propres larmes monter, brûlantes et irrépressibles. Puis, sans réfléchir, guidé par un instinct maternel plus fort que toute retenue, je fais les 3 pas qui nous séparent et je le prends dans mes bras. Je le serre fort, tellement fort que je crains presque de lui faire mal, de le briser tant il semble fragile malgré sa stature. Mes bras l'enveloppent complètement. Ma tête se pose contre sa poitrine. J'entends son cœur battre follement, aussi vite que le mien. Il m'enlace à son tour, ses bras puissants mais tremblants se refermant autour de moi, et je sens qu'il tremble de tout son corps, secoué par des sanglots silencieux. Nous restons ainsi pendant de longues minutes qui semblent à la fois durer une éternité et passer en un éclair. Sans parler, juste en nous tenant, en nous assurant mutuellement que nous sommes bien réels, que ce n'est pas un rêve cruel ou une hallucination provoquée par le chagrin. Je sens sa chaleur, son odeur différente maintenant, un mélange de bois, de mer et de savon simple. Je sens ses muscles tendus par l'émotion. Je sens son souffle saccadé contre mes cheveux. Et je réalise que c'est vraiment lui. Qu'il est vivant, qu'il respire, qu'il existe. Quand nous nous séparons enfin, nos visages sont couverts de larmes qui continuent de couler sans retenue. Nos yeux sont rouges et gonflés. Nos respirations sont tachées. Élise, discrète et respectueuse, s'est installée à une table voisine, nous laissant notre intimité, comprenant instinctivement que ce moment n'appartient qu'à nous deux. Le propriétaire du café, avec un tact admirable, fait semblant d'être occupé derrière son comptoir, évitant soigneusement de regarder dans notre direction. Nous nous asseyons lentement, comme des gens qui viennent de courir un marathon. Le propriétaire du café apporte 2 tasses de café fumant dans de grosses tasses en céramique blanche, accompagnées d'un petit pot de sucre et d'une carafe d'eau, et se retire sans un mot, sans même demander si nous voulons autre chose, comme s'il comprenait instinctivement qu'il ne fallait pas déranger, qu'il était témoin de quelque chose de sacré et de douloureux à la fois. Julien prend ma main dans la sienne. Sa peau est rugueuse maintenant, ses paumes épaissies par le travail, ses ongles un peu sales malgré ses efforts pour les nettoyer. Je ne dis rien de ces détails. J'observe simplement son visage, mémorisant chaque détail avec une intensité désespérée. Chaque ride nouvelle autour de ses yeux, chaque fil gris dans sa barbe, chaque changement qui témoigne du temps passé et de la vie difficile qu'il a vécue. Je veux graver cette image dans ma mémoire, la garder précieusement pour les années à venir où je ne pourrai plus le voir. Il commence à parler d'une voix rauque qu'il faut éclaircir plusieurs fois, ému au point de se briser sur certains mots. Il me redit combien il est désolé, combien ça a été difficile pour lui aussi, plus difficile qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Il me raconte combien de fois il a failli tout abandonner et revenir, même si cela signifiait mettre nos vies en danger. Combien de nuits il s'est réveillé en sueur, tentant de se convaincre qu'il avait fait le bon choix, luttant contre l'envie écrasante de prendre le premier train pour Lyon et de frapper à ma porte. Je l'écoute sans l'interrompre, tenant toujours sa main dans la mienne, comme si c'était une ancre qui me rattachait à la réalité. Il me raconte sa nouvelle vie avec plus de détails que dans ses lettres. Comment il a appris le métier de menuisier auprès de Monsieur Bertrand, un vieil artisan de 75 ans aux mains noueuses, mais encore étonnamment habile, qui ne pose jamais de questions indiscrètes, qui l'a accueilli dans son atelier avec une gentillesse simple et directe. Comment il loue une petite maison modeste près de la plage, une bicoque de pêcheur rénovée avec juste une chambre, une cuisine minuscule et une salle de bain spartiate. Il me décrit comment il passe ses soirées, seul dans cette petite maison qui craque au vent, à lire des livres d'occasion achetés au marché ou à marcher le long de la côte jusqu'à ce que l'obscurité le force à rentrer. Comment il évite les gens autant que possible, les relations trop profondes, les amitiés qui pourraient devenir dangereuses, les conversations qui pourraient révéler trop de choses sur son passé. Comment il vit dans une solitude qu'il n'avait jamais connue auparavant, lui qui était toujours entouré de collègues, d'amis, de connaissances. Mais cette solitude est le prix de sa survie, le prix de notre sécurité à toutes les deux. Je lui demande s'il pense que c'était la bonne décision. Ma voix tremble en posant cette question, parce que je ne suis pas sûre de vouloir vraiment connaître la réponse.
Il hésite longuement avant de répondre, regardant par la fenêtre vers la cour intérieure où les ombres s'allongent avec le déclin du jour. Il finit par me dire qu'il ne sait pas, que c'est la réponse la plus honnête qu'il puisse me donner, que certains jours, quand le soleil brille et que son travail du bois l'absorbe complètement, il en est convaincu. Que d'autres jours, quand la pluie tambourine sur le toit de sa petite maison et que la solitude pèse comme une chape de plomb, il se réveille en se demandant s'il n'aurait pas dû affronter ses ennemis, se battre jusqu'au bout, même si cela signifiait aller en prison ou pire. Mais quand il repense à cette photo de moi, avec la menace écrite au dos, quand il revoit mentalement cette image terrifiante de moi sortant innocemment de mon immeuble sans savoir que j'étais observé, que j'étais devenu une cible, il sait qu'il a fait le seul choix possible. Il ne pouvait pas vivre en sachant qu'à chaque instant, je pouvais être en danger à cause de lui. Il préférait mourir, ou du moins faire semblant, plutôt que de courir ce risque. Nous parlons de tout, de papa, de nos souvenirs d'avant cette catastrophe, de la maison familiale à Lyon avec son petit jardin où Julien jouait enfant, des vacances dans les Alpes quand Julien était petit et que nous louions ce chalet près de Chamonix. Nous nous remémorons des anecdotes drôles, des moments de bonheur simple qui semblent maintenant appartenir à une autre vie, à d'autres personnes. Nous rions même parfois, d'un rire un peu forcé mais sincère, nous rappelant la fois où Julien avait essayé de cuisiner pour mon anniversaire et avait failli mettre le feu à la cuisine, ou la fois où son père l'avait emmené à la pêche et où ils étaient rentrés couverts de boue sans un seul poisson. C'est surréaliste. Comme si nous avions mis en pause le temps pendant ces 2 heures, comme si nous pouvions faire semblant que rien n'avait changé, que nous étions juste une mère et son fils prenant un café ensemble, un après-midi ordinaire. Mais au fond, nous savons tous les deux que c'est une illusion fragile, que la réalité nous attend dehors, impitoyable et inchangeable. Mais le temps file inexorablement, comme il le fait toujours, indifférent à nos désirs et à nos besoins. Les ombres dans le café s'allongent, la lumière change. D'autres clients commencent à arriver pour l'apéritif du soir. Élise finit par s'approcher discrètement et poser une main douce sur mon épaule. Ses doigts se serrent légèrement, un geste de compassion et d'avertissement à la fois. C'est l'heure. Nous devons partir. Rester plus longtemps serait prendre des risques inutiles, attirer l'attention, créer des souvenirs dans l'esprit des gens qui pourraient devenir dangereux. Julien hoche la tête. Il le savait, il s'y attendait. Nous le savions tous depuis le début. Mais savoir n'empêche pas la douleur de déchirer à nouveau, aussi vive qu'au premier instant. Nous nous levons lentement, comme à regret, comme si nos corps refusaient d'obéir à ce que notre raison nous dicte. Je prends son visage entre mes mains, sentant la rugosité de sa barbe contre mes paumes, et je le regarde intensément, essayant de graver cette image dans ma mémoire pour les années à venir, peut-être pour le reste de ma vie. Je lui dis que je l'aime, que je l'aimerai toujours, que peu importe ce qui se passe, peu importe où il est, peu importe combien de temps s'écoule, il restera toujours mon fils, mon petit garçon, la plus belle chose que j'ai jamais créée dans ma vie. Il pleure ouvertement maintenant, sans retenue, sans honte, les larmes coulant librement dans sa barbe, son visage déformé par le chagrin. Il me dit qu'il m'aime aussi, qu'il pense à moi tous les jours sans exception, qu'il espère qu'un jour, peut-être dans très longtemps, quand les hommes dangereux auront oublié ou seront partis, il pourra revenir. Mais sa voix manque de conviction quand il dit cela, et nous savons tous les deux que c'est improbable. Que cette rencontre était probablement la dernière. Que désormais, nous allons vivre dans des mondes parallèles qui ne se toucheront plus jamais, lui dans sa vie cachée en Normandie sous un faux nom, moi dans ma vie de veuve à Lyon, chacun portant le poids de ce secret partagé comme un fardeau invisible, mais écrasant. Je l'embrasse sur le front, comme je le faisais quand il était petit, et que je le mettais au lit le soir après lui avoir lu une histoire. Ce geste simple, répété des milliers de fois pendant son enfance, prend maintenant une dimension différente, finale, définitive. Puis je me force à me détacher, à reculer, à rompre le contact physique avant que mon courage ne m'abandonne complètement. Je me force à sortir du café avant de changer d'avis et de refuser de partir, avant de décider de rester là, peu importe les conséquences, peu importe les dangers. Élise me suit, une main protectrice dans mon dos.
Dehors, le soleil commence à décliner vers l'horizon, peignant le ciel de teintes roses et orangées d'une beauté presque insultante. Le port de Honfleur s'illumine doucement. Les lampadaires s'allument un à un, les terrasses des restaurants se remplissent de touristes joyeux. La vie continue, toujours, indifférente à nos drames personnels. Nous montons en voiture. Je ne me retourne pas. Je ne peux pas. Si je le fais, si je vois Julien une dernière fois debout devant ce café, je n'aurai plus la force de partir. Je fixe le pare-brise devant moi, les mâchoires serrées, les poings crispés sur mes genoux. Le trajet du retour se fait dans un silence total et pesant. Élise respecte mon besoin absolu de ne pas parler, de ne pas analyser, de ne pas décomposer ce qui vient de se passer. Je regarde par la fenêtre sans vraiment voir, les larmes coulant silencieusement mais continuellement, traçant des sillons humides sur mes joues, mon cœur déchiré entre le soulagement immense de l'avoir vu vivant et en relative bonne santé, et la douleur atroce de devoir continuer à le pleurer publiquement, de devoir mentir à tout le monde, de devoir porter ce masque de veuve endeuillée pour le reste de mes jours. Quand nous arrivons à Annecy, il fait déjà nuit noire. Les lumières de la ville scintillent, se reflétant sur le lac comme des étoiles tombées. Élise me propose de rester encore une nuit, de me reposer avant le long voyage de retour vers Lyon. Mais je refuse doucement, mais fermement. Je veux rentrer chez moi. Je veux retrouver mon petit appartement de Croix-Rousse, mon lit avec ses draps familiers, mes objets personnels, mes repères. J'ai besoin de me retrouver seule pour digérer tout ce qui s'est passé, pour commencer le long processus d'acceptation de cette nouvelle réalité tordue. Élise me conduit à la gare d'Annecy. Le train de nuit part dans 20 minutes. Avant que je monte, elle me prend dans ses bras et me murmure à l'oreille qu'elle sera toujours là si j'ai besoin de parler, que nous partageons maintenant ce fardeau ensemble, que nous sommes liés par ce secret qui nous protège autant qu'il nous emprisonne. Elle me fait promettre de l'appeler si jamais le poids devient trop lourd à porter seul. Je la remercie. Pour tout. Pour avoir gardé le secret pendant 2 ans au prix de son propre confort émotionnel. Pour avoir pris soin de Julien de loin, maintenu ce lien ténu mais vital. Pour m'avoir donné la chance de le revoir, même si elle savait que cela rendrait tout plus difficile ensuite. Puis je monte dans le train. Je trouve une place près de la fenêtre dans un wagon presque vide. Je m'assois. Le train démarre avec un sifflement. Annecy disparaît progressivement dans la nuit, ses lumières devenant de plus en plus petites jusqu'à n'être que des points lumineux au loin. De retour à Lyon, aux premières lueurs de l'aube, je traverse la ville encore déserte. Il est très tôt. Les rues sont vides, silencieuses, presque fantomatiques. Les vitrines sont éteintes, les cafés sont fermés. Je remonte lentement vers Croix-Rousse, mon sac pesant sur mon épaule, chaque pas me ramenant vers ma vie d'avant, ma vie de veuve, ma vie de mère endeuillée, cette vie qui est maintenant un mensonge que je dois perpétuer. Quand j'arrive devant mon immeuble, je lève les yeux vers mes fenêtres au 3e étage. Tout est éteint. Tout est silencieux. Tout est exactement comme je l'ai laissé il y a 2 jours, mais je ne suis plus la même personne qui est partie d'ici. Je monte les escaliers lentement, m'accrochant à la rampe. Mes jambes sont lourdes de fatigue. J'ouvre la porte de mon appartement, allume la lumière. Rien n'a changé. La même disposition des meubles, les mêmes cadres photos sur les murs, les mêmes rideaux aux fenêtres. Pourtant, tout a changé. Je suis partie d'ici il y a 2 jours en croyant avoir perdu mon fils pour toujours. Je reviens en sachant qu'il est vivant mais inaccessible, existant dans un monde parallèle où je ne peux pas entrer. Je ne sais pas ce qui est pire. Les jours suivants sont étranges et déstabilisants. Les voisins continuent de me présenter leurs condoléances avec des expressions sincères de compassion. Des amis m'appellent pour prendre de mes nouvelles, m'inviter à déjeuner, s'assurer que je ne reste pas trop seule. Le prêtre de Saint-Bruno, le père Dubois, passe me voir, inquiet de mon absence aux funérailles, voulant s'assurer que je vais bien spirituellement. Je mens. Je leur raconte que j'étais trop bouleversée, que je n'ai pas eu la force physique et mentale d'y aller, que l'idée de voir ce cercueil était plus que je ne pouvais supporter. Ils comprennent tous. Ils compatissent. Ils me serrent dans leurs bras.
Ils ne savent pas qu'ils compatissent pour un mensonge, qu'ils réconfortent une femme qui joue un rôle, que leur gentillesse repose sur une illusion que je dois maintenir coûte que coûte. Les semaines passent dans une sorte de brouillard, puis les mois. L'automne cède la place à l'hiver. Les arbres perdent leurs feuilles. Le froid s'installe. Noël arrive, triste et solitaire, le premier Noël sans Julien, du moins officiellement. La vie reprend son cours mécanique et prévisible. Je fais mes courses au marché de la Croix-Rousse, saluant les commerçants que je connais depuis des années. Je prends le thé avec Madame Lemoine le jeudi après-midi, écoutant ses histoires de petits-enfants avec un sourire poli. Je vais à la messe le dimanche matin à Saint-Bruno, m'asseyant au même banc que d'habitude, récitant les mêmes prières que toujours. Je fais tout ce qu'on attend d'une veuve qui a perdu son fils. Mais à l'intérieur, je porte deux réalités complètement distinctes et contradictoires. L'une publique, officielle, où Julien est mort dans un accident tragique et où je porte dignement mon deuil. L'autre privée, secrète, où il vit quelque part en Normandie sous un autre nom, travaillant le bois près de la mer, respirant le même air que moi mais dans un monde auquel je n'ai plus accès. Parfois, la nuit, quand le silence de l'appartement devient trop lourd, je relis la lettre qu'il m'a écrite, touchant le papier comme si je pouvais toucher sa main. Je regarde les photos qu'Élise m'a données en cachette, ces clichés volés d'une vie parallèle. Je me remémore chaque seconde de ces 2 heures passées ensemble au phare bleu, rejouant chaque conversation, chaque regard, chaque geste. Et je pleure. Mais ce ne sont plus des larmes de deuil traditionnelles. Ce sont des larmes de résignation, d'acceptation douloureuse. Parce que j'ai compris quelque chose de fondamental sur l'amour maternel. Parfois, le plus grand amour qu'une mère puisse offrir à son enfant n'est pas de le garder près d'elle, de le protéger sous son aile, de l'entourer de sa présence rassurante. C'est de le laisser partir, de respecter son choix même quand il déchire le cœur, de porter son secret comme on porte une croix, de continuer à vivre en sachant qu'il est quelque part, en sécurité relative, même si c'est loin de moi, même si je ne peux plus le toucher, plus l'entendre, plus partager son quotidien. C'est accepter que l'amour maternel ne signifie pas toujours être ensemble physiquement. Parfois, il signifie être séparé pour que l'autre puisse survivre, pour que l'autre puisse avoir une chance de vivre, même une vie diminuée, même une vie cachée. Julien m'a donné 2 heures. 2 heures précieuses arrachées au destin. 2 heures pour lui dire au revoir proprement. 2 heures pour comprendre que sa mort officielle était le prix de sa vie réelle. 2 heures pour apprendre que certains adieux ne sont pas des fins, juste des transformations douloureuses de la relation. Et maintenant, je vis avec cette vérité complexe et torturante. Je la porte comme on porte une croix invisible, mais lourde, avec dignité autant que possible, avec silence absolu, avec la certitude que même si le monde entier croit que mon fils est mort, même si je dois jouer ce rôle de mère endeuillée jusqu'à mon dernier souffle, je sais qu'il respire quelque part sous le ciel de Normandie, qu'il travaille le bois dans un petit atelier, qu'il marche sur une plage au coucher du soleil en pensant peut-être à moi. Et cette connaissance, aussi douloureuse et compliquée soit-elle, est un cadeau étrange que peu de mères reçoivent. Savoir que leur enfant est vivant, même si elles ne peuvent pas le tenir dans leurs bras, même si elles ne peuvent pas partager son quotidien, même si elles doivent continuer à porter le deuil publiquement. C'est un cadeau empoisonné peut-être, mais un cadeau quand même. Le billet glissé sous ma porte m'a sauvé d'un deuil basé sur un mensonge complet. Il m'a offert la vérité, cette vérité terrible et libératrice à la fois. Et la vérité, même quand elle fait mal, même quand elle complique tout, vaut toujours mieux que l'ignorance totale. Parce qu'aujourd'hui, quand je pense à Julien dans la solitude de mes nuits lyonnaises, je ne vois plus seulement un cercueil vide dans un cimetière froid. Je vois un homme libre qui a payé le prix fort pour cette liberté, qui travaille le bois près de la mer avec ses mains devenues calleuses, qui marche sur la plage au coucher du soleil en regardant l'horizon infini, qui construit une nouvelle vie humble mais authentique, loin des dangers qui le menaçaient, loin de moi mais vivant. Et c'est suffisant. Ça doit être suffisant. Parce que c'est tout ce que j'ai maintenant.
Et parfois, dans cette vie compliquée, imprévisible et souvent cruelle, tout ce que nous avons doit être suffisant pour continuer à avancer, un pas après l'autre, un jour après l'autre, en portant nos secrets comme des trésors précieux et douloureux que personne ne peut nous voler, que personne ne peut même soupçonner. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place si un simple billet glissé sous votre porte avait tout changé, si on vous avait dit de ne pas aller aux funérailles de votre propre enfant? Auriez-vous eu le courage d'obéir à ces mots mystérieux, de choisir la vérité au lieu des adieux, de risquer de découvrir quelque chose qui changerait votre vie pour toujours? Je vous pose cette question parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà fait des choix impossibles dans votre vie, des choix où il n'y avait pas de bonne réponse, seulement des chemins différents avec leur propre douleur. Cette histoire que je viens de partager avec vous n'est pas juste mon histoire, c'est peut-être aussi un peu la vôtre. Parce que nous avons tous dû, à un moment ou un autre, choisir entre ce qui était facile et ce qui était vrai, entre le mensonge confortable et la réalité douloureuse. Nous avons tous porté des secrets qui pesaient sur nos épaules. Nous avons tous fait des sacrifices pour protéger ceux que nous aimons. Nous avons tous vécu avec des vérités que nous ne pouvions partager avec personne. Alors je vous demande aujourd'hui, du fond du cœur, de me laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez ressenti en écoutant mon histoire. Dites-moi si vous auriez pris la même décision que moi, si vous auriez choisi de voir votre enfant une dernière fois, en sachant que vous devriez porter ce secret pour toujours, ou si vous auriez préféré rester dans l'ignorance pour préserver votre paix intérieure. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a que des cœurs différents qui battent différemment. Et s'il vous plaît, dites-moi d'où vous m'écoutez en ce moment. De Paris, de Lyon, d'Alger, de Tunis, de Montréal ou d'ailleurs? Je veux savoir que je ne suis pas seule dans cette expérience, que mes mots ont traversé les distances et ont touché votre cœur où que vous soyez. Parce que c'est ce qui donne un sens à tout cela. Savoir que quelque part, quelqu'un comprend, quelqu'un ressent, quelqu'un partage ce poids invisible que nous portons tous. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu quelque chose de similaire. Peut-être que vous avez dû dire au revoir à un être cher dans des circonstances difficiles. Peut-être que vous avez porté un secret familial pendant des années. Peut-être que vous avez fait un choix qui a changé le cours de votre vie. Si c'est le cas, je vous invite à partager votre propre histoire dans les commentaires, même brièvement, même juste quelques mots. Parce que nos histoires nous relient. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos souffrances et dans nos choix impossibles. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné avec quelque chose dans votre propre vie, si elle vous a fait réfléchir sur l'amour maternel, sur le sacrifice, sur ce que signifie vraiment protéger quelqu'un qu'on aime, alors je vous demande de vous abonner à cette chaîne. Parce qu'il y a encore tant d'histoires à partager, tant de vies à raconter, tant de vérités à explorer ensemble. En vous abonnant, vous me dites que ces histoires ont de l'importance, que ces émotions méritent d'être partagées, que nos vies, même avec leurs complications et leurs douleurs, valent la peine d'être racontées. Chaque commentaire que vous laissez, chaque abonnement que vous donnez, c'est comme me tendre la main à travers l'écran. C'est me dire que vous avez écouté, que vous avez compris, que vous êtes là avec moi dans ce voyage difficile, mais nécessaire de partager nos vérités les plus profondes. Et pour moi, qui ai porté ce secret si longtemps dans la solitude, savoir que je ne suis plus seule, que vous êtes là à m'écouter, à me comprendre, à partager ce moment avec moi, c'est un cadeau précieux. Alors merci d'avoir été là jusqu'au bout. Merci d'avoir écouté mon histoire avec votre cœur ouvert. Et maintenant, je vous en prie, laissez-moi savoir que je ne parle pas dans le vide. Dites-moi ce que vous pensez, d'où vous venez, si vous auriez fait le même choix. Parce qu'au fond, nous sommes tous liés par ces moments impossibles de nos vies, ces choix qui nous définissent, ces secrets qui nous façonnent. Et ensemble, nous sommes plus forts pour les porter.